Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Est-ce que tu dirais que notre métier de communicant au sens le plus large du terme, corporate, non corporate, shopper, non shopper, peu importe, digital ou classique, est-ce que tu dirais que notre métier c'est un métier d'intellectuel ? Je sais la question est difficile, mais je me pose cette question depuis à peu près 2 ou 3 ans, quand je vois à l'agence, chez Maverick, certaines personnes qui ne réfléchissent pas, ou qui n'ont plus l'habitude, et on parle même pas d'intelligence artificielle derrière tout ça, et qui sont plutôt des mains que des cerveaux. Selon toi, c'est quoi notre métier ? Alors, je rajouterais que non seulement je suis archi convaincue que c'est un métier intellectuel, mais c'est même un métier où la culture générale est hyper importante. Et donc, ceux qui ne lisent pas, ceux qui ne s'intéressent pas à l'actualité économique mondiale, ceux qui ne sont pas un peu sur le terrain, c'est-à-dire aller dans être connectés, aller dans les musées, voir les expos, aller un peu au cinéma, qui ont zéro culture générale, ni sur l'histoire, ni sur l'actualité, ils sont pas bons. Et ça, je suis hyper dure là-dessus. C'est peut-être élitiste, mais je pense que notre métier, il a un problème, ou plutôt il a une difficulté. Quand on veut être agent immobilier, c'est pas un métier intellectuel, faut quand même un diplôme. Quand on veut être architecte, il faut un diplôme. Quand on veut être pharmacien, il faut un diplôme. Quand on veut être coiffeur, il faut un CAP de coiffure. Quand on veut être communicant, il faut rien. Il y a zéro barrière à l'entrée. Il y a zéro barrière à l'entrée. Il n'y a pas d'obligation. N'importe quelle personne peut ouvrir une agence et dire j'ai une agence de com. Ça oui, je suis d'accord. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que je peux pas demain ouvrir un salon de coiffure si j'ai pas un CAP de coiffure. Je ne peux pas être agent immobilier si j'ai pas passé ma certification. Je peux être publicitaire sans rien. Donc le fait qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée ne permet pas aujourd'hui de donner le sentiment que c'est un métier à très forte valeur ajoutée. Et paradoxalement, il faut beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de culture générale et une vraie réflexion intellectuelle. Et moi, je serais pour un jour dire, mais ce serait génial de créer une sorte de diplôme d'agence pour pouvoir s'assurer que les personnes qui veulent créer une agence, rentrer en agence, à un moment donné, valident un certain nombre de compétences, dont la culture générale. Clairement, je trouve que ce serait une réflexion à mener pour notre métier, pour éviter que n'importe qui se déclare patron d'agence, même s'il est complètement nul, mais le mal est fait. Je te suis. Finalement, diriger une agence de com, c'est exactement comme être restaurateur. On peut ouvrir un resto sans avoir le moindre diplôme. Il suffit de trouver un cuistot, des serveurs, etc. C'est assez intéressant ce que tu me dis là, parce que je n'y avais jamais pensé. Moi qui fais toute ma carrière en agence, depuis 25 ans. Mais est-ce que, je me fais l'avocat du diable, est-ce que finalement les écoles de com, elles préparent à ça, très honnêtement, ou pas ? Je vais être très brutal. Je trouve que les écoles de com ne préparent qu'à une seule et unique chose, c'est être auto-entrepreneur, freelance. C'est brutal, mais je le pense très sincèrement. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait du marketing, on apprend, mais je suis toujours limite scandalisé par ce côté gosse de riche qui va dans des écoles de com parce qu'il a rien d'autre à faire, qui s'en fout royalement. Et sur une classe de 30, il y en a toujours 2 ou 3 qui, en effet, sont passionnés. Et c'est pour cela qu'on se lève et qu'on va donner des cours, ce que j'ai toujours refusé de faire parce que j'ai pas le temps de le faire et surtout pas l'envie. Donc, c'est pas pour moi et tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que les écoles préparent réellement à quelque chose ? Moi, pour moi, je vais être très catégorique, même si je me fais des amis, c'est la vie. Je trouve que non. Les écoles dites de communication ne sont pas assez professionnelles. Et elles ne préparent pas bien, d'où le côté auto-entrepreneur ou freelance, parce que finalement, on se dit qu'on pourra toujours trouver un petit boulot à droite à gauche, parce qu'elles n'ont pas structuré correctement leur syllabus de cours. Et je suis rentrée, j'ai ouvert la boîte de Pandore à Penningen, puisque la filière communication est récente, c'est-à-dire que les premiers diplômés sortent cette année de Master 2, et quand je regarde le syllabus des cours communicants, et pas DA, parce que DA, c'est clair, on finit DA, voilà. Il manque plein de choses pour être capable de se dire, je rentre dans une entreprise, une agence ou même un annonceur, et je maîtrise l'intégralité des briques de la chaîne de valeur de ce que veut dire être communicant. Et donc cette lacune-là, sur une école comme Penningen, je considère que c'est pas une lacune parce qu'ils viennent de créer la filière, mais sur certaines écoles de com, sincèrement, ça va pas. Et je trouve qu'ils ont un côté
mercantile qui passe avant la formation des étudiants. Très clairement, à 10 000 balles l'année, je vais te dire, multiplié par 5, puisque tu rentres post-bac, ça fait 50 000 balles plus le reste. Enfin, je suis Dont désolé. 2 années de l'alternance où c'est les entreprises qui prennent en charge le paiement de l'école, je rappelle. Bienvenue au club, je vois que tu as eu toi aussi des alternants et j'avais quelque part oublié ça. Donc je suis désolé, je suis en train de peut-être de tirer à boulet rouge, et même très clairement en train de tirer à boulet rouge sur les écoles, et là ça n'engage que moi, mais je vois aussi que quelque part, toutes ces écoles de com qui sont finalement normalement le creuset des futurs professionnels de la com, font quelque part elles aussi, parce qu'elles sont intéressées par l'argent, on peut pas leur en vouloir, très honnêtement, je fais pas ce métier par... C'est un business. Oui, mais ça ne me gêne absolument pas. Absolument. Et puis, il y a des renommées. Bizarrement, la plus belle école est celle qui n'est pas trop payante, voire pas du tout. C'est assez étonnant. Elle commence par un C, finit par un A. Étonnant, c'est très étonnant. C'est ça, les vrais intellectuels de la com. C'est ceux que j'aime, qui peuvent être un peu pénibles quand on les a comme clients par moment, mais au moins ça réfléchit. Mais je reviens à ça. Est-ce que, finalement, avec des écoles moyennes, des gamins qui sont pas spécialement intéressés pour certains d'entre eux, 80% d'entre eux, on peut pas leur en vouloir, quoique, finalement, notre métier n'est pas en train de se déprécier. Parce que finalement, je vais être l'avocat du diable, je peux faire des photos avec mon téléphone, je peux faire des vidéos, je peux commencer comme Léna Situation en me filmant en vlog, tout le monde ne devient pas Léna Situation, on est bien d'accord. Finalement, notre métier est en train de se déprécier au travers d'outils. L'IA, Canva, le téléphone, le ci ou ça, avec la croyance qu'on peut tout faire sans que ça coûte une thune, et surtout sans idée. Est-ce que finalement, tout ça, notre métier n'est pas en train de mourir petit à petit, Catherine ? Et je rajouterais que une façon de contourner ce vide abyssal, si on caricature évidemment, que pourrait devenir la communication parce que tous les outils feraient tout le boulot, certaines entreprises ou certains groupes vont essayer de compenser, moi je suis dans un groupe américain donc je vois bien les choses, par toute une partie de sécurité pour dire aux clients le sujet et pas forcément qu'on soit les meilleurs en création et en créativité et en idées, mais tout ce qu'on fera, c'est sécurisé. C'est-à-dire qu'on passe aujourd'hui plus de temps à vérifier le juridique, l'informatique, les contrats, voire les devis, que de vraiment passer du temps sur les idées. Et là, si vous êtes dans un grand groupe structuré, vous avez tout ce back-office qui va apporter cette sécurité. Et aujourd'hui, je pense que pour beaucoup d'entreprises, des marques, cet enjeu de la sécurité est supérieur à l'enjeu de la créativité. Et moi, je voudrais retourner ce sablier. Et je voudrais que les entreprises comprennent que la créativité prime sur la sécurité. Parce qu'au pire du pire, on sort une campagne et tout d'un coup, on a mis une voiture qui est un peu sur un chemin où on se dit « Ah ouais, on n'avait pas le droit parce que par rapport à la RPP… » C'est quoi le risque ? C'est quoi le risque ? Au pire, cette campagne s'arrêtera, mais au moins on aura été au bout d'une idée. Catherine, je vais être brutale par rapport à nous. On est des vieux. Quand je dis on est des vieux, c'est pas vrai en termes d'âge. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on parlait de Jacques Séguéla. Quand j'ai interviewé il y a un petit peu plus d'un an, il me disait avant on allait voir des DG, des mecs et des nanas qui décidaient une personne, 2, 3, 4 s'il y avait lieu. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu es dans un groupe américain, donc depuis 30 ans, vous avez cette culture du juridique, du faire attention, du ci et ça. Qu'ont toutes les entreprises françaises, et tu sais bien que nous sommes un pays qui adore être administré. Quel plaisir, n'est-ce pas, quand on est entrepreneur. Mais au-delà de cette blague, on est des vieux, Catherine. On a envie de voir quelque chose qui sorte enfin du lot. Tu regardes les pubs à la télé que les jeunes ne regardent plus, tu remarqueras bizarrement. En tout cas, pas à la télévision. Non, ils les regardent ailleurs. Mais même quand tu regardes les pubs digitales qu'il y a sur YouTube et tout ça, c'est quand même un monceau de merde 99% du temps. Et je pèse bien mes mots. Mais c'est en ça qu'on est vieux, toi et moi. En ce sens que, à l'instar de Séguéla, on se dit, mais on est là pour faire en sorte que nos clients se démarquent de leurs concurrents d'en face ou d'à côté, le b.a.-ba. Or, quand tu regardes ces choses-là, je parle juste de la publicité, peut-être que ça arrive aussi dans l'événementiel commercial, si je puis m'exprimer ainsi, tout le monde se ressemble. Mais notre métier n'a quasiment plus aucune valeur ajoutée, si ce n'est d'avoir des mecs sympas, un petit tu personnel, le fameux, pas trop cher ou ci et ça. Tu te rends compte à quel point notre métier s'est déprécié en 30 ans ? Enfin, je suis peut-être un peu pessimiste, mais ça me rend hystérique. Il a perdu en 30 ans la saveur de la différenciation, de l'originalité, de l'audace. Et si on prend le secteur de l'automobile, ça c'est intéressant parce que le secteur de l'automobile, ça doit être le deuxième plus gros annonceur de toute marque cumulée derrière la grande distribution en télé. Si on ferme les yeux, au sens on écoute les discours,
ou si on ouvre les yeux, on ne fait que regarder les images et qu'on ne regarde pas le packshot final pour ne pas savoir la marque. Franchement, aujourd'hui, on peut tout interchanger. Tout interchanger, ça n'a plus aucun intérêt, alors que il y a eu de grandes campagnes automobiles incroyables dont on ne se souvient, ou même si on ne les a pas connues, on les connaît parce qu'elles ont été montrées dans le cadre de cours ou autres à des élèves. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans les écoles moyennes, on va quand même s'appuyer sur ces grandes références publicitaires parce qu'elles sont iconiques. Et donc aujourd'hui, de temps en temps, on dit à nos clients, mais pourquoi vous ne poussez pas le fait de remarquer l'histoire avec un grand H et de refaire des campagnes iconiques? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils te répondent quand tu leur poses cette question, Catherine? Ah, bah c'est compliqué, Catherine, parce que tu sais, là, quand même, il y a maintenant des contraintes qui sont pas les mêmes qu'avant, juridiques, et puis dans notre organisation, maintenant, il faut qu'on valide à l'Europe, et il y aura toujours un truc. Et de temps en temps, quand il y en a un qui sort du lot et qui a du courage, franchement, ça paye. Et donc, moi, je dis toujours, le courage paye, attention, pas n'importe quoi. Donc pareil, je dis à mes équipes, on ne part pas dans tous les sens. Il faut faire un minimum de vérification. Mais sinon, l'audace et le courage payent. Allons-y, prenons des risques, créons des choses. Imaginons Là, par exemple, l'exemple. Avant le Covid, on pouvait faire des tournées avec un Airstream pour s'installer dans les villes, présenter des marques, faire déguster des produits, etc. Aujourd'hui, les nouvelles lois, les villes disent « Ah non, pas de marque commerciale dans ma ville ». Donc, ils autorisent à mettre le Airstream devant la boutique. Ah bah, ça n'a aucun intérêt. Dans ces cas-là, si on a autant être dans la boutique. Nous, on veut mettre le Airstream ailleurs. Quand on réfléchit, c'est quoi le risque? Vous mettez votre Airstream dans une ville. Par définition, il est mobile. C'est une caravane, voilà. Quelqu'un se plaint. « Ah, c'est pas sûr que cette marque ait le droit d'être là pour faire déguster des produits. » La police municipale arrive et vous dit « Oui, faudrait que vous bougiez. » Et là, vous dites « Ok, je bougerai dans 1 heure. » Ok, vous bougez. Voilà. Nous, aujourd'hui, on dit à nos clients « Prenez le risque. Mettez-vous dans un endroit où il y aura une expérience client, où il se passera des choses. » Et les gens sont contents. Mais les citoyens, ils sont super contents quand il y a une animation dans leur ville. Donc, on doit en fait essayer de trouver, et c'est nous notre boulot de senior, de patron d'agence, d'assumer un certain nombre de risques et d'expliquer aux clients pourquoi on va le faire quand même. Et là, il faut qu'on ait, si vous voulez, une forme de responsabilité de ne pas être dans l'inconscience, mais pas non plus de tirer vers le bas, en faisant plus que des trucs inintéressants, parce que les normes, les lois et les peurs vont driver toutes les stratégies de moyens. Je vais paraphraser feu Jacques Chirac. Catherine, tu le sais bien, qui disait que toutes les greffes marchaient, exception faite de celle de couilles. La greffe du courage et de l'audace, elle n'a jamais fonctionné. On est courageux, on le devient de plus en plus, certainement, et ça sert à rien d'être totalement téméraire et d'aller se prendre le mur dans la figure. Tout à fait. Donc, on est des professionnels, on sait parfois dire, bon, on va peut-être un petit peu contourner, entre guillemets. Contourner, c'est même pas le terme, c'est juste qu'on va faire un tout petit pas de côté. Et puis, si jamais les flics te demandent de bouger ta caravane, et tu sais quoi, tu vas filmer en train de bouger ça et tu vas faire des tonnes de vues sur YouTube et tu vas remercier la police municipale parce qu'ils ont un vrai métier très difficile eux aussi, entre autres comme toutes les forces de l'ordre. Mais trêve de plaisanterie, la greffe de courage ne marche pas. Comment ça se fait? Tu l'as expliqué un petit peu. De plus en plus de paperasse, de plus en plus de juridique, bref, ce monde qui est tout l'inverse des publicitaires. Les publicitaires avec audace sont des créatifs, pas au sens forcément de DA, mais des créatifs au sens des idées. Et c'est là qu'aujourd'hui, on peut classer ce que j'appellerais les grandes agences. Elles sont peut-être petites, peu importe, parce que c'est celles qui continuent d'avoir l'audace des idées. Et les autres. Alors après, il y a des marques qui vont aimer les autres parce qu'ils veulent juste dépenser l'argent de manière non risquée. Mais c'est ça, ils ont de l'argent à dépenser. Il ne faut pas oublier qu'une marque, elle a de l'argent à dépenser pour communiquer. Mais par exemple, quand l'assurance maladie dit on va faire un roadshow, on va aller dans les villes et on va aller se mettre devant les facs pour parler aux étudiants, il y a des moments où on n'avait pas l'autorisation. Mais n'empêche qu'ils ont eu le courage. Donc nous, on a dit il faut le faire parce qu'on le fait pour le bien et on a pu faire des choses incroyables. Ça a du sens. Est-ce que tu te rends compte que l'assurance maladie, qui représente la France par excellence? Absolument. Moi qui ai vécu en Angleterre, j'ai vu des gens qui étaient estropiés à 22 ans parce que c'était pas la même chose et j'y ai vécu il y a 30 ans. Donc t'imagines aujourd'hui où j'imagine même pas ce que c'est. Mais c'est quand même fou qu'une très grande administration, je vais caricaturer, un client public comme ça, ose prendre des risques
parce que finalement, il est boosté par le sens, parce qu'il est convaincu que ce qu'il fait est bien et qu'il a une mission, et c'est une vraie mission qu'il a. Versus des marques privées qui finalement n'ont rien à perdre, si ce n'est faire parler d'elles. Voilà, et là, du coup, nous, on est boosté, et donc, on pousse les portes, et on obtient les autorisations. Parce qu'on sait aussi qu'à la fin, on peut avoir une autorisation parce qu'on est allé se battre, démontrer l'intérêt, etc. Donc, c'est là où il y a un jeu intéressant, constructif, c'est qu'on ne va pas baisser les bras parce qu'il y a un client qui dit « je veux le faire ». On va le faire. Et du coup, nous, on se dit « ok, alors on va quand même le faire bien et donc, on va aller les chercher, ces autorisations. On va se battre. » Et par exemple, on travaille pour l'association Antoine Aleno, qui est une association que vous connaissez peut-être puisque c'est le chef Yannick Aleno qui a créé cette association pour venir en aide aux familles d'enfants victimes de violences routières, comme l'a été son fils il y a maintenant, donc c'était il y a 3 ans. Eh bien, on a besoin d'autorisation pour faire des opérations un peu événementielles dans certains lieux. On sait que c'est non, on lâche pas, on pousse les portes, on démontre pourquoi on le fait, on démontre le sens, on démontre l'intérêt. Eh bien, on y arrive. Et tu te prends des grosses claques quand tu as par exemple les autorités qui disent « non mais qu'est-ce que vous foutez là, dégagez » ou est-ce qu'au final tout ça est fait de manière relativement cordiale ? Au bout du compte, quand les choses sont live, ça se passe très bien. C'est-à-dire que dès l'instant où ce qui est fait est pertinent, personne va finalement le remettre en question. Mais il y a eu tellement de barrières avant que ça a découragé énormément d'acteurs. Et donc, c'est là où notre métier de patron d'agence, c'est aussi de pas lâcher. Et donc, pourquoi il faut beaucoup d'énergie quand on fait ce métier ? Alors, il faut peut-être beaucoup d'intellect, mais il faut aussi beaucoup d'énergie. C'est parce que rien n'est acquis d'avance. Et plus on est audacieux, plus on va avoir que des portes qui se ferment. Et il faut les ouvrir, et il faut les ouvrir, et il faut les ouvrir. Il faut les défoncer les portes. J'ai toujours dit, c'est comme l'emploi. Hein. Tu sais, personne t'attend quand t'es pas un fils d'eux. Donc, pour ouvrir la porte d'une entreprise pour qu'elle t'embauche ou qu'elle te recrute en tant qu'agence de communication, il faut tabasser la porte. Quand on veut être dans un centre commercial pour une marque, alors, non, c'est pas possible, sur le parking, ça va être dangereux. Non, c'est pas possible dans le centre commercial parce que votre marque, il y a quand même un magasin en face qui peut être concurrent, donc c'est gênant. Non, c'est pas possible parce que là, il y a de la circulation, donc il y a... Et donc, on n'a que des noms. OK. Puis après, on leur dit, mais nous, on veut que notre marque, elle puisse parler aux gens. Et les gens, ils sont là, puisqu'ils viennent, c'est du flux. Alors, on va trouver une solution. On se met autour d'une table. Non, alors attendez, moi, je peux pas décider. OK, dites-moi qui peut décider. Et on remonte, et on remonte. Et ça marche. Voilà. Donc, nous, notre métier, aujourd'hui, c'est aussi d'obtenir dans les mises en œuvre des acceptations, des autorisations ou des passe-droits qu'on obtient parce qu'on s'est battu. Et c'est là où notre métier, il est quelque part, rien n'est jamais acquis d'avance. Et c'est là où il faut qu'on donne cette envie aux nouvelles générations de faire ce métier en leur disant « vous serez fiers d'avoir créé quelque chose, d'avoir produit quelque chose qui n'avait jamais été produit auparavant ». Ce côté unique. On a fait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a un mec génial au COJO qui a dit « ce sera sur la scène ». Donc, c'est pas notre idée, nous on l'a produit. Mais on a ouvert que des portes qui étaient fermées. Rien n'était possible. Sécuriser 6 km de quai, installer des tribunes sur des endroits où on ne savait pas quelles étaient leurs solidités, puisque ça a été fait il y a tellement longtemps qu'il n'y a pas les plans de ce qu'il y a en dessous. Et tout était comme ça. Hein. Je vais pas décrire le sujet, bien sûr. Mais ça a été 2 ans d'ouvrir des portes fermées. Et la cérémonie, elle a eu lieu sur la scène et c'était incroyable. C'est ça notre métier, c'est d'ouvrir des portes fermées.